Et si le passé que vous connaissez n'était qu'une façade? Oubliez les manuels scolaires. Nous allons lever le voile sur les secrets les plus étranges de l'histoire, des rituels sexuels du Moyen-Âge à la sagesse stoïque née d'un naufrage, des spas luxueux de Rome aux salles d'opération mystiques de l'Égypte ancienne. Attachez vos ceintures, notre machine à remonter le temps est prête. L'intimité médiévale, derrière les portes closes ou les rideaux. Commençons par déconstruire le plus grand mythe. L'intimité médiévale ne se déroulait pas sur des draps de soie aux chandelles, avec un luth jouant doucement en fond. En réalité, le cadre était bien plus souvent une modeste cabane d'une seule pièce, partagée par toute la famille, y compris les enfants, les aînés, et même quelques chèvres et un poulet peu enclins à respecter l'espace personnel. L'intimité, telle que nous la connaissons, n'existait tout simplement pas. La plupart des paysans vivaient dans des demeures où la cuisine, la chambre et l'étable occupaient techniquement la même superficie, se distinguant principalement par leurs odeurs. Si un couple souhaitait un moment d'intimité, la créativité était de mise. Le moment était crucial, tout comme le volume sonore. Idéalement, il fallait attendre que les enfants soient endormis et tournés vers le mur. Les rideaux étaient un luxe. Les lits étaient partagés. Même chez les classes supérieures, des serviteurs pouvaient dormir au pied du lit ou se tenir dans un coin, feignant de ne rien remarquer. De nombreuses familles nobles conservaient des registres de l'aménagement de leurs chambres pour des raisons légales ou religieuses, ce qui est tout aussi gênant que cela puisse paraître. Voyager n'améliorait en rien la situation. Dans les auberges, les lits étaient souvent partagés. Oui, de parfaits inconnus pouvaient dormir côte à côte, ce qui compliquait encore les choses. Envie d'un peu d'affection? Mieux valait vérifier s'il y avait déjà quelqu'un dans le lit et s'il avait gardé ses bottes. Si vous étiez marié, que les deux conjoints étaient éveillés et raisonnablement propres, vous pouviez partager une paillasse et espérer le meilleur. Si vous n'étiez pas marié, il fallait être 2 fois plus silencieux et 3 fois plus prudent. Les communautés étaient petites, les murs fins, et les rumeurs se propageaient plus vite que les rapporteurs de la peste. Pour ceux qui vivaient dans les monastères ou les couvents, la règle était simple, non. Aucune intimité, aucune distraction, et certainement pas de chuchotement tardif. Mais même là, la nature humaine compliquait parfois les choses, ce qui explique pourquoi de nombreuses abbayes avaient des murs de jardin très hauts. Peu de choses influençaient autant la vie privée au Moyen-Âge que l'Église, et elle avait beaucoup à dire sur ce qui se passait derrière les portes closes ou, plus précisément, derrière les rideaux partagés. Selon les enseignements de l'Église, l'intimité physique avait une fonction première, faire plus de gens. C'est tout. Pas de plaisir, pas de lien, pas de soulagement du stress, juste la reproduction. Tout le reste était au mieux une distraction, au pire un péché. Et ce n'était pas seulement le sujet du sermon du dimanche. Évêques, théologiens et confesseurs rédigeaient des instructions détaillées sur ce qui était acceptable ou non, au cas où quelqu'un oserait improviser. Certains jours de la semaine étaient interdits. De même pour les grandes fêtes, les jours de jeûne, les jours saints, et dans certaines régions, des temps liturgiques entiers. Envie d'être proche de votre conjoint pendant le carême? Réfléchissez à 2 fois. L'Avent? Non plus. Il restait peut-être les mardis d'avril. Même au sein du mariage, il y avait des attentes. Les couples étaient encouragés à s'approcher l'un de l'autre avec modestie et retenue. Les expressions d'affection étaient acceptables, mais pas excessives. Les démonstrations de passion étaient, pour le moins, mal vues. Un guide du XIIIe siècle suggérait que les couples mariés devraient s'engager dans l'intimité, sans plaisir, sans péché et sans délai, ce qui, de l'avis de tous, est une liste de contrôles plutôt morose. La méthode privilégiée était la position du missionnaire, et pas seulement pour des raisons de symbolisme religieux. Elle était considérée comme la plus naturelle et donc la moins susceptible d'offenser Dieu, les saints ou votre prêtre local. Tout le reste était considéré comme suspect. Y compris des choses comme l'enthousiasme. La confession jouait également un rôle. Les prêtres posaient souvent des questions spécifiques lors de la confession pour déterminer si un couple avait enfreint des directives morales ou ecclésiastiques. Ce n'étaient pas des questions spirituelles vagues. Elles étaient très précises, parfois jusqu'à l'inconfort. Disons simplement qu'un moine moyen du XIVe siècle en savait beaucoup plus sur les chambres de ses paroissiens que sur leurs anniversaires. Cependant, l'application de ces règles était inégale. Certaines régions étaient plus strictes que d'autres. Certains prêtres ignoraient complètement ces règles, et de nombreux laïcs, en particulier les paysans, souriaient simplement, hochaient la tête et faisaient ce qu'ils avaient l'intention de faire, mais en silence. Le stoïcisme, de l'épave à la philosophie.
Tout a commencé par un désastre. Zénon de Cityon, un riche marchand de l'île de Chypre, avait tout pour lui, des navires chargés de teintures précieuses, des routes commerciales à travers la Méditerranée, et une fortune qui donne à un homme le sentiment d'être invincible. Mais le destin, comme les anciens philosophes aiment à nous le rappeler, se moque du nombre de navires que vous possédez. Près d'Athènes, la flotte de Zénon fut prise dans une violente tempête. La mer n'a pas seulement englouti sa cargaison. Elle a englouti son identité. Un instant, il était un marchand. L'instant d'après, un homme sans rien. Quand il atteignit enfin la côte athénienne, il était ruiné, trempé et, ironiquement, sur le point de découvrir quelque chose de bien plus durable que la richesse commerciale. N'ayant nulle part où aller et plus rien à perdre, Zénon entra dans une petite librairie de l'Agora d'Athènes. Là, il prit un exemplaire usé des Mémorables de Xénophon, un texte qui préservait la sagesse de Socrate. Intrigué par la puissance silencieuse des idées qu'il contenait, Zénon demanda au libraire où il pourrait trouver un homme comme Socrate. Le libraire se contenta de désigner un philosophe voûté et grincheux du nom de Cratès qui passait par là. C'est ainsi que Zénon commença à étudier auprès de Cratès le cynique, un homme connu pour son rejet presque théâtral de la richesse et des possessions. Il jeta un jour son argent à la mer juste pour prouver un point. Au début, Zénon eut du mal avec ce mode de vie extrême. Il n'était pas prêt à vivre dans la pauvreté pour des raisons philosophiques. Mais Cratès planta une graine dans son esprit, une graine qui allait germer pour devenir une nouvelle façon de penser. Zénon ne resta pas éternellement un étudiant. Avec le temps, il construisit sa propre vision du monde, empruntant à l'éthique socratique, à la discipline cynique et à la rigueur logique de penseurs antérieurs comme Héraclite. Finalement, il commença à enseigner dans la colonnade peinte d'Athènes, la Stoa Poikilé, un portique public décoré de fresques. C'est de là que le stoïcisme tire son nom, non pas d'une tour d'ivoire ou d'une académie secrète, mais d'un portique peint ouvert à tous. C'est une origine appropriée pour une philosophie née non pas du luxe, mais de la ruine. Pas dans un palais, mais dans un moment d'humilité. Le stoïcisme, dès ses débuts, était conçu pour aider les gens à naviguer dans les décombres, pas à les éviter. Et Zénon en fut le premier survivant. Les termes romains, bien plus que de la propreté. Pour un visiteur moderne, un ancien bain romain pourrait ressembler à un complexe hôtelier de luxe. Sol en marbre, plafond voûté, statues de dieux et bassins fumant sous le soleil du matin. Mais pour un Romain, c'était juste un mardi. Le bain n'était pas un plaisir occasionnel. C'était un rituel quotidien, et pour beaucoup, un élément essentiel de la vie romaine. À l'apogée de l'Empire, il y avait plus de 900 bains publics rien qu'à Rome, allant des vastes complexes impériaux aux modestes installations de quartier. Tout le monde, des sénateurs aux cordonniers, prenait le temps de se laver. La propreté comptait, certes, mais le rythme de l'expérience, la routine, la conversation, la chaleur, comptaient tout autant. Le processus était délibéré. On entrait par le vestiaire, où des esclaves pouvaient aider les clients plus riches à se déshabiller. De là, on passait dans une pièce chaude qui ouvrait les pores et commençait la relaxation. Puis venait le caldarium, le cœur de l'expérience, une chambre chaude et humide chauffée par un système souterrain appelé l'hypocauste. Ici, les baigneurs transpiraient, se raclaient la peau avec des strigiles ou des outils métalliques incurvés et recevaient parfois même un massage. Enfin, on plongeait dans le frigidarium, une piscine froide destinée à resserrer la peau et à réveiller les sens. C'était ce contraste, du chaud au froid, de la sueur au rafraîchissement, qui donnait au rituel son pouvoir. Les Romains croyaient que c'était bon pour la circulation, la digestion et même l'humeur. Et honnêtement, ils avaient probablement raison. Mais plus que l'hygiène ou la santé, les bains étaient une question d'appartenance. On y allait pour voir et être vu. On y bavardait, on y réseautait, on y débattait de politique, on y concluait des affaires, ou on y écoutait simplement le dernier scandale. Certains amenaient leurs propres musiciens. D'autres apportaient des collations. Des poètes y récitaient des vers. Des philosophes y débattaient sous des voûtes résonnant de rire et de vapeur. En substance, un bain romain était un espace démocratique, du moins selon les normes romaines. Le statut comptait, mais même les empereurs pouvaient partager une pièce avec des roturiers. Les esclaves et les femmes avaient un accès restreint ou des horaires séparés, mais eux aussi faisaient partie de ce monde quotidien. Pour les Romains, se baigner n'était pas une question de vanité. C'était une question de routine, de santé, de société et de rythme. Un lieu où l'individu se dissolvait un peu dans la masse de l'Empire. Un souffle de vapeur à la fois. La médecine de l'Égypte ancienne, entre magie et scalpel.
Dans l'Égypte ancienne, la médecine ne vivait pas dans un laboratoire. Elle vivait dans le temple, la maison et le monde des dieux. La guérison n'était pas seulement une science. C'était un art spirituel. Et la personne qui traitait votre maladie pouvait tout aussi bien réciter une incantation que vous appliquer un cataplasme sur votre blessure. C'est parce que la médecine égyptienne était profondément liée à la religion. Pour eux, la maladie n'était pas seulement une blessure ou une infection. Elle pouvait aussi être causée par la colère d'un dieu, l'invasion d'un esprit malveillant, ou une perturbation de la Maha, l'ordre cosmique qui régissait toute chose. Ainsi, les médecins, connus sous le nom de SWNW, ne travaillaient pas toujours seuls. Ils collaboraient souvent avec des prêtres spécialisés dans le rituel et l'incantation. Ensemble, ils formaient une double force de traitement, l'un appliquant des remèdes, l'autre invoquant la protection divine. Les temples étaient plus que des lieux de culte. C'étaient des centres de guérison. Des temples spécifiques, comme ceux dédiés à Imhotep l'architecte, médecin, et plus tard divinisé guérisseur servaient de proto-hôpitaux. Les gens y dormaient dans l'espoir que des rêves divins révèlent la source de leur mal ou le remède lui-même. C'était ce qu'on appelait l'incubation, et c'était une méthode de diagnostic respectée. La formation médicale était rigoureuse. Les médecins étudiaient des parchemins comme le papyrus Hébert et le papyrus Edwin Smith, qui décrivaient des centaines de remèdes, de procédures et d'études de cas. Ces documents montrent que, bien que les Égyptiens invoquaient les dieux, ils observaient également les symptômes, enregistraient les résultats et développaient des techniques étonnamment avancées, de la suture des plaies aux soins dentaires. Mais ne vous y trompez pas. Les incantations n'étaient pas que de la décoration. De nombreuses prescriptions incluaient des sorts parmi leurs ingrédients. Une fracture pouvait être traitée avec du miel et du lin, ainsi qu'une récitation pour éloigner les mauvais esprits. Les troubles psychologiques, que nous reconnaissons aujourd'hui comme des maladies mentales, étaient considérés comme des afflictions spirituelles, nécessitant souvent l'intervention d'un prêtre ou d'un magicien. Pour nous, cette fusion de la médecine et du mysticisme peut sembler contradictoire. Mais pour les Égyptiens, c'était une approche holistique. Le corps, l'esprit et l'âme faisaient partie d'un même continuum. Guérir quelqu'un signifiait s'adresser à tous ses aspects. Au pays du Nil, être un guérisseur, c'était marcher entre deux mondes, une main mélangeant les herbes et l'autre levée vers les dieux.